Avant que ça commence, on voulait vous partager quelque chose. Le but d'Harmony Inside, ça a toujours été de mettre en avant les entreprises qui concilient culture d'entreprise forte et succès business. Et pour ça, on a décidé d'aller un cran plus loin. Harmony Inside, ça reste un podcast, mais ça devient aussi un label. Le label qui vous permet de savoir et de faire savoir à quel point votre entreprise est harmonieuse, avec une culture forte, 100% authentique et 0% bullshit. Si vous voulez en savoir plus, contactez-nous. Mon mail est en description de l'épisode. Promis, vous serez bien reçus. Bon épisode à tous. Esprit d'équipe, envie de progresser, pragmatisme. Yes. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. La question sur les valeurs, c'est est-ce qu'il y a une définition très claire ? Tu vas dans une réunion, tu te dis, j'imagine pas du tout que ça se passait comme ça dans ma boîte. Le seul truc qui tient, c'est l'autonomie des gens. Est-ce que les systèmes que tu as mis en place, en fait, ils tiennent de même sans que tu mettes ton nez ? Il y a un paquet de trucs qui explosent quand tout à coup tu ralentis. Et c'est là que tes valeurs, ta colonne vertébrale, elle t'aide vachement à faire ressortir les problèmes très très vite. Ce qui veut pas dire qu'ils te pètent pas à la figure, mais au moins ils te pètent à la figure plus tôt et en plus petit. Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes ce podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire si tu es sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute. Salut Clément. Salut. Écoute, merci de m'accueillir chez Paddock. Magnifique bureau. Franchement, c'est immense. Je fais une perte 3 fois en venant. Ouais, tant bien, c'est pas les nôtres. C'est ce que t'as dit. Écoute, on est chez Payfit, mais franchement, c'est top. Écoute Clément, toi, tu as cofondé Paddock. Paddock, je vais résumer très grossièrement ce que ça fait. Tu vas vite voir que sur les trucs tech, je suis parfois un peu perdu. C'est une boîte qui est spécialisée en DevOps. Moi, ce que je comprends du DevOps avec mon œil très néophyte, c'est qu'il s'agit de faire bosser ensemble des gens qui ne se parlent pas forcément toujours, le dev et les ops, les opérations. Donc, ce côté, on a créé un moyen de faire bosser les gens ensemble. C'est aussi ce que tu fais dans ton entreprise. Donc, finalement, c'est quoi ta secret sauce chez Paddock pour faire bosser les gens ensemble ? Et c'est vraiment la définition en plus que tu trouves sur Internet quand tu tapes DevOps. Donc, c'est peut-être ce que j'ai fait. Donc c'est... Okay. Mais donc ouais, déjà, c'est une bonne définition. De deux, on fait du cloud en fait. Et c'est vrai que le DevOps, c'est une culture que tu mets par-dessus. Tu vois, la tech, c'est la partie cloud. On va pas rentrer dedans aujourd'hui parce que c'est pas objectif du podcast, mais derrière le cloud, ça te permettait de faire des choses, de créer notamment une manière de bosser ensemble quand on n'a pas les mêmes objectifs, un état d'esprit, etc. Et donc le DevOps, c'est le mot qui a été utilisé pour définir ça. Ok, très clair. Et donc, comment on fait chez Paddock ? Le truc, c'est dans toutes les boîtes. T'as quand même si on fait du cloud et tout le monde le sait, et machin, tu vois, t'as personne qui découvre en arrivant en disant comment on va faire du cloud, c'est pas du tout ce que je sais faire. T'as quand même en effet des fonctions support, des fonctions tech, tu vas avoir de la vente, du recrutement, du marketing, les mecs qui font les projets, etc. On va beaucoup, je pense, pendant l'épisode, parce qu'on en a parlé un peu avant, on va beaucoup parler de valeur. Pour moi, le truc numéro 1, c'est est-ce que les gens, ils savent quel comportement est attendu dans l'entreprise. Tu vois, c'est non seulement d'eux, mais qu'est-ce qu'ils peuvent attendre des autres gens. Tu vois, est-ce que les règles du jeu, elles sont claires ? Et après, si tu as construit... Alors, bon, faut les avoir, mais ensuite, si tu as construit la boîte autour de ça, concrètement, tu vois, s'incarner, au quotidien, ça se passe bien. Et tu vois, le truc qu'on a... Là, on vient de recevoir les résultats. Tu vois, j'ai vu lundi, au moment où on enregistre, on est quoi ? Je suis perdu, on est un jeudi. On est jeudi. On a reçu lundi les résultats Happy at Work. Ok. Tu vois, l'enquête pour les gens qui savent pas, une des enquêtes que tu peux faire dans ta boîte pour savoir si les gens sont heureux d'être ensemble, bossent bien, sont contents, ont des bons. Et en fait, la satisfaction des gens au travail. Et en fait, le truc, c'est, on n'est pas bon sur tout. Mais s'il y a un truc sur lequel on est quasiment à 100%, et tu vois, t'as peut-être, on est 70, 75, t'as 65 personnes qui ont répondu. Bon, en plus, on a un haut taux de réponse, mais c'est sur les interactions humaines. On est à 98% d'accord ou tout à fait d'accord sur le côté je suis heureux des interactions humaines dans la boîte. Super. Donc je pense que vraiment les valeurs, en termes de socle fondamental, si tu veux que les gens bossent bien ensemble, on est assez sur le truc. On va pouvoir en parler. Avant qu'on rentre là-dedans, pour ceux qui te connaissent pas encore et qui connaissent pas Paddock, est-ce que tu peux te présenter et puis nous présenter Paddock un peu mieux que je l'ai fait ? Ouais, je précise, c'est nos locaux, techniquement. C'est-à-dire que je fais la blague, mais
On paye une Alors, partie de code Payfit, on mais s'est pas incrusté chez Payfit Voilà. avec Clément. Hein. c'est notre adresse officielle. Voilà, on fait pas le podcast dans la salle de sport de Payfit. En fait, il y a un groupe qui s'appelle Théodo. Ouais. Théodo, à l'origine, c'est juste deux mecs qui sortent de l'X en 2009 et qui montent une ESN classique qui fait du web, donc une entreprise de services numériques, ce qu'on appelait avant les SS2I. Et ils cartonnent, notamment parce qu'ils arrivent à faire de l'agile, mais en respectant les délais. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais ils cartonnent de ouf. Et en 2012, ils se disent, bon, ça fait 3 ans, maintenant on est une cinquantaine, et on a 2 problèmes. Le premier, c'est que les gens nous demandent, avec qui on bosse, nos clients nous demandent d'autres trucs qu'on sait pas faire. Donc on passe notre journée à abreuver de business des gens qui ont d'autres compétences. Donc eux, ils faisaient du web. C'est-à-dire que dès qu'il y a un projet data, dès qu'il y a un projet mobile, dès qu'il y a un projet whatever, on l'envoie à quelqu'un d'autre. C'est cool, mais au bout d'un moment, c'est relou. Et le deuxième truc, c'est que ils avaient des gens en interne qui partaient. Parce que les mecs disaient, bah, j'ai adoré l'aventure, j'ai appris énormément avec vous, l'ambiance est trop cool. En revanche, ça fait 3-4 ans que je suis là. Bah, vous avez déjà un directeur technique, vous avez déjà un directeur commercial, vous avez déjà... Donc, en fait, c'est quoi la suite pour moi? Ouais, la capacité à progresser, qui est un vrai sujet dans ta boîte. C'est... Où t'as des gens hyper talentueux, bah, ils veulent monter normal. en responsabilité, en fonctionnalité, et c'est pas toujours évident, ouais. Exact. Et résultat, ils se sont dit, OK, on va merger les 2 problèmes. Et ils se sont dit, on va lancer une nouvelle boîte tous les ans sur un des thèmes techniques qu'on maîtrise pas, avec des mecs en interne qu'on veut garder. Des mecs ou des meufs. Ça a été historiquement plutôt des mecs, parce que les techs, tout ça... T'es en bout de chaîne d'un écosystème tech. Et donc le truc, c'est, on a lancé... moi, j'étais pas là à ce moment-là, mais ils ont lancé BAM en 2015, qui est une boîte qui fait du mobile. Ils ont lancé Sicara après, qui fait de la data. Ils ont lancé Paddock, qui fait du cloud, etc., etc. On a d'autres boîtes dans la santé. Tu vois, une boîte qui s'appelle Ocla, parce qu'après, on a fait des verticales métiers. Bon. Et le truc, c'est que Paddock, ça se lance comme ça, en fait. En 2018, fin 2018, avec Aurore, mon associé, on nous dit, OK, c'est bon, c'est vous lancez la partie cloud, parce qu'on n'avait pas cette activité-là. Vous avez 200 000 euros. Vous avez des parts, vous avez 2 chaises. Maintenant, vous avez comme objectif de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires la première année. Et il n'y a pas une des boîtes qu'on a lancées. Je pense qu'on a lancé, tu vois, dans le groupe. Bien sûr, ouais. Je pense que dans le groupe Théodo, on a dû lancer 7-8 boîtes. Il n'y en a pas une qui a fait minimum 1 million d'euros la première année. Donc c'est un système qui a ses limites, mais qui a vachement bien marché. Ok. Et donc, tu le disais, à l'époque, il était 50, les gens partaient, etc. Pour donner un aperçu, aujourd'hui, ça ressemble à quoi, tout ce groupe? Le groupe, ce qui est quand même une bonne question, parce que je te pitch le truc et je te dis pas où on en est. C'est pas grave. On est dans le groupe aujourd'hui, on est 750. Ouais, donc c'est quand même une sacrée croissance. Ouais. Ah ouais. Non, mais ce système qui a posé plein de limites par ailleurs, mais ce système, c'est une idée de génie. Ils sont trop forts, je peux le dire parce que c'est pas la mienne. Les fondateurs sont très très solides. Et en fait, ce que ça a permis de faire, c'est au lieu d'être une grosse ESN qui faisait un peu tout, en fait, t'avais vraiment des spécialistes. Donc, dès qu'une boîte arrivait, t'étais légitime sur ton marché parce que tu faisais que ça et t'étais bon. Le deuxième truc, c'est que tu créais des entités avec des gens qui avaient la dalle. Ouais, bien sûr. Et en fait, moi, ce que j'ai vu chez Paddock, tu vois, c'est qu'à un moment, on a lancé, par exemple, la cybersécurité. On s'est dit, on monte des environnements cloud. On a réussi, c'était à l'époque où on était une cinquantaine, on a réussi à monter une boîte de 50 personnes sur le cloud. Il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à monter une boîte de 50 personnes sur la cyber en même temps. Et en fait, ta première activité phagocyte en permanence la deuxième que tu essaies de lancer. Ah oui. Parce qu'en fait, dès que tu as des problématiques de staffing, bah en fait, tu vas privilégier celle qui rapporte du business, la première, etc. Que quand tu lances, nous, quand on a 2 chaises et on te dit, bon, bah, faites 1 million, on n'a rien à perdre, on va voir la terre entière. Quand t'as à perdre, parce que t'as déjà 50 personnes, t'as une boîte qui tourne, c'est confortable, etc. En fait, t'as pas du tout le même état d'esprit. Et donc, tu vas beaucoup moins vite. Nous, sur la première, sur notre activité numéro 1, on était des énormes schlags. Tu vois, la première année, tout ce qu'on savait pas faire. Je vais dire un truc. Le premier projet, notre technophare, c'est une techno qui s'appelle Kubernetes. Okay. Après, on s'est étendu sur plein de technos, mais on va pas rentrer dans le détail de ce que ça fait, mais c'est une techno importante quand tu fais du cloud moderne, entre guillemets. Le premier projet qu'on a vendu, qu'on a fait nous-mêmes, parce que le premier qu'on a vendu, en fait, on a pris une boîte qui savait le faire, on a dit, venez, on fait la gestion de projet, vous faites le truc, parce qu'il faut qu'on apprenne. Le deuxième qu'on a vendu, c'était un audit Kubernetes. Et donc, on avait recruté un mec 2 semaines avant qu'on n'avait jamais fait, et on lui a dit, bah, on te paye une formation de 3 jours, pour que tu apprennes ce que c'est Kubernetes, pour qu'on puisse essayer d'auditer une boîte la semaine prochaine qui a une infrastructure là-dessus. Okay. Donc, on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait la première année. On a appris assez vite, heureusement, parce que sinon ça n'aurait pas marché. Et on est devenu très vite très bon et très légitime. On a une bonne réputation sur le marché. Mais c'est pour te dire à quel point, en fait, tu prends des risques quand tu te lances comme ça.
je veux dire, sur la cyber, tout à coup, t'as une marque à protéger, t'as l'habitude exactement. de bosser dans d'autres conditions, Tu vas etc. jamais te lancer sur une verticale que Exactement. tu connais pas du tout, alors que t'as un business qui C'est- tourne et Exactement. un family name qui est Donc, marqué, quoi. c'est ça. ouais, Donc, en clairement. fait, un des trucs ouf de ce modèle, c'est qu'ils ont réussi à dupliquer des modèles de mecs, de gens, parce qu'après, moi, je l'ai monté avec Aurore, et puis il y a d'autres filles qui ont participé à monter des boîtes derrière en tant que CEO, notamment. Mais ils ont dupliqué un modèle où ils lançaient des gens plutôt bien câblés, en mode boulet de canon sur des trucs en disant soyez légitimes, montez un truc. Et c'est ça qui a fait une des grosses raisons qui a fait qu'on a cartonné dans le groupe, c'est ça. Et alors, justement, tu vois, ce truc-là, d'habitude, moi, je le traite plutôt du point de vue du groupe, avec cette difficulté à garder un ADN commun Ouais. entre les filiales, si on peut dire, d'un seul groupe. Toi, tu étais dans une de ces filiales-là. Ouais. Au final, aujourd'hui, l'ADN de Paddock, qui a quand même sa propre marque, sa propre identité, sa propre offre, et comme tu l'as dit, sa propre équipe, etc. Est-ce que c'est encore l'ADN de Théodo, ou est-ce que c'est un ADN complètement à part? C'est surtout qu'en plus, c'est même plus vaste plus complexe que pour des filiales, parce qu'on n'est pas des filiales, juridiquement. On est des entreprises autonomes, avec une holding au-dessus, qui nous permet d'être un groupe, et puis en fait, on est dans les mêmes locaux, on va en parler, mais le défi est encore plus gros que ça. L'ADN, il est très, très, très similaire. Pourquoi? On va reparler de valeur. En fait, le truc, moi, quand j'ai pitché les fondateurs du groupe, les fonds d'investissement qui étaient au groupe, en leur disant c'est moi la bonne personne pour monter Paddock, Aurore c'est la bonne personne pour être CTO, venez, faites-nous confiance, on y va. Le truc numéro 1 qu'on a dit, c'est s'il y a un truc à reprendre dans ce groupe, beaucoup d'autres choses à reprendre, mais un truc qu'on reprend, c'est les valeurs. Le truc. Donc c'était déjà au cœur de ton pitch quand tu. Ah ouais, mais parce qu'en fait les valeurs. Ça parce que nous on veut porter ces valeurs parce qu'on y croit. Ah ouais, mais elles sont les valeurs. Sincèrement, les valeurs de ce groupe, ce qu'ils ont réussi à en faire, pas seulement genre la liste, etc., on va en parler, mais à quel point c'est incarné dans la culture au quotidien, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est les valeurs de Théodo. Il n'y a pas une boîte dans les 10 boîtes qu'on est maintenant ou je sais pas quoi, il y en a même qu'on a racheté, etc. Il y en a pas une qui les a pas reprises. Et le premier truc, c'est parce qu'en fait, si tu lances une boîte et que tu dis en revanche vos valeurs, j'y crois pas, on a un problème. Mais le deuxième truc, c'est qu'en fait, elles sont, à mes yeux, incroyables. Et qu'est-ce que ça apporte d'avoir ces valeurs qui sont aussi fortes pour que toutes les boîtes du groupe les reprennent? Parce que tu pourrais aussi te dire, je prends des mecs bien câblés, on se fait des accords pour que la thune remonte au bon endroit. Ouais. Et entre guillemets, d'un point de vue business pur, ça existe, quoi. C'est possible, c'est sûrement possible dans plein d'autres modèles. Ce qu'on fait, déjà, je te les donne. Vas-y. Parce qu'en fait, le truc, c'est, je pense que les gens ils vont péter un plomb. Parce que nous, on en a déjà parlé, mais ça fait 10 minutes qu'on dit ah, il y a les valeurs. C'était la question d'après, mais vas-y. On va le faire maintenant. Je veux pas ruiner l'ordre du podcast. Je veux rien du tout. La trame, c'est pas comme ça qu'on dit? Ouais, le trame, l'ordre des questions, ce que tu veux. Enfin, en l'occurrence, une de nos valeurs, c'est efficacité agile, tu sais. Ok. C'est-à-dire qu'il y a les trames, ne servent qu'à être pétées, quoi. Oui, d'accord. Fais-toi plaisir. Ok, on casse la trame. Il y a 3 valeurs. C'est et les gens, ils vont se marrer quand ils vont les entendre parce qu'ils vont dire ah ouais d'accord, ah machin, mais je vais expliquer après. Laisse les gens et leur opinion où ils sont. Exactement. On dirait ma psy. Des fois les podcasts c'est un peu ça, sauf qu'il y a un micro au milieu. Esprit d'équipe, envie de progresser, pragmatisme. Yes. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. La question sur les valeurs, c'est est-ce que il y a une définition très claire qui est concrète dans la vie quotidienne? C'est pas genre l'esprit d'équipe, j'adore recruter des mecs qui ont fait du rugby parce que quand dans les vestiaires, ils se mettent des claques sur les fesses avec les serviettes, tu vois. Dire, moi j'en peux plus, les mecs en entretien. C'est vrai qu'en général, t'as ça. Merci de la banque Roger Noir d'avoir popularisé ça. Non, mais voilà, c'est exactement ça. C'est genre l'esprit d'équipe. J'ai fait du foot, ok, j'adore. Non, le truc c'est, est-ce que t'as une définition très claire? Est-ce que t'as des gestes qui vont avec au quotidien? Et est-ce qu'il y a des rituels dans la boîte qui font que les valeurs elles vivent? Tu vois, c'est vraiment les 3 trucs. Je te donne un exemple. L'esprit d'équipe, définition, faire passer les objectifs de l'équipe avant tes intérêts individuels. Le geste qui est associé, c'est un truc que nous on appelle le challenge. Tu appelles comme tu veux. C'est conseil de lecture, c'est un truc qui vient d'un bouquin qui s'appelle 5 Dysfunctions of a Team, qui est extraordinaire. Qui est génial, c'est le seul. Je vais pas le dire là, mais bon, il y a peu de bouquins de taf qui m'ont inspiré, mais celui-là est top. Ouais. Ceux qui écoutent Patrick Lencioni, Five Dysfunctions of a Team, il sera dans le lead en bio. Allez-y, c'est super. Ah, il est parfait. Et le truc, c'est nous, le challenge, c'est aller voir un mec en lui disant, être capable d'aller voir un mec pour l'aider à progresser en lui disant ce qu'il aurait pu faire mieux. C'est pas vider son sac en mode mais être capable de lui dire, voilà,
là, t'as fait ça. Ça a tel et tel impact. Moi, je l'aurais joué comme ça. C'est hyper dur pour les techs, notamment chez nous. Ok. Parce que ça demande beaucoup de confiance et ça demande d'écarter plein de biais qui sont qui je suis pour donner des conseils ou pour expliquer à quelqu'un ce qu'il aurait dû faire et puis moi je suis pas parfait, machin. Parce que du coup, si on creuse cette notion-là, c'est pas juste ton N+1 te donne un feedback en mode Non, c'est bien, tout c'est le pas monde, bien, non. quoi. Moi, les gens viennent me voir chez Paddock en disant Clément, j'ai un challenge pour toi. Par exemple, la manière, le lundi matin, on lance la semaine avec un truc qui s'appelle Asakai, qui est le lancement de la semaine où moi et le CTO qui a remplacé Aurore, qui s'appelle Stan, et 2-3 personnes de Paddock, on intervient pour expliquer où on en est, les enjeux de la boîte, nanana. Y a des gens qui viennent après me dire par exemple la formulation, un des trucs sur lesquels on me reprend tout le temps, c'est, et donc j'essaie, je me focus etc. Et souvent il y a une fille qui me voit en me disant ok, faut que t'arrêtes de dire les mecs. Oui, effectivement on voit que t'essaies de le faire. Et j'essaye vraiment, on voit que t'essaies, mais ça rentre petit à petit. Et ça c'est un mini truc. Mais c'est n'importe qui tout le temps. Et moi, je recrute des mecs, je leur dis, parfois je recrute avec des mecs 10 ans d'expérience, je leur dis, est-ce que t'es prêt à ce qu'un stagiaire, il vienne te bouger un peu, tu vois. Effectivement, ça dit quelque chose de ta culture. Parce que c'est pas dans toutes les boîtes que les gens vont voir le CEO en disant, franchement, c'est un peu pas ouf la manière dont tu t'exprimes, dire les mecs, c'est pas. T'en as qui se feraient rembarrer dans d'autres boîtes, quoi. C'est pas le deal. Et en fait, le truc, c'est, en revanche, tu vois, après, on a sur Notion, on a des stands qui disent, ok, qu'est-ce qu'un bon challenge? C'est pas vider son sac. C'est pas faire preuve d'agacement. C'est pas aller voir le mec pour lui montrer que c'est un sale con. C'est être capable d'expliquer à la personne pourquoi en fait c'est bien pour elle si elle progresse. Et en fait, pourquoi c'est lié à la définition? Pourquoi tu dis, ok, quand tu dis faire passer les objectifs de l'équipe avant ton intérêt individuel, c'est parce qu'en fait, ton intérêt individuel, c'est de rien dire du tout. Tout le temps. C'est beaucoup plus facile en fait de rester caché, de dire, ok, il est en retard de 2 minutes. C'est pas grave. Ok, il avait dit qu'il ferait ça. C'est pas grave, ça peut arriver, tu vois. En fait, c'est hyper confortable. Sortir de cette zone de confort-là pour aller challenger les gens avec lesquels tu bosses, en fait, c'est pas simple. La deuxième valeur, envie de progresser, c'est le corollaire de ça. C'est quand on vient me voir, en fait, moi, j'accueille le truc et je réfléchis. C'est un peu, il y a une trend TikTok en ce moment qui s'appelle j'accepte et mon cœur est ouvert. Je vais très très mal, je suis trop vieux pour savoir ça. Il y a une trend TikTok en ce moment qui s'appelle j'accepte et mon cœur est ouvert ou un truc comme ça. Ok, c'est mignon. C'est des mecs c'est des mecs avec leur meuf ou des parents avec des enfants avec leurs parents. Je te fais un retour et puis tu vas dire j'accepte et machin. Ça me fait marrer parce que ça me fait un peu penser à ça. C'est si toi tu fais l'effort, tu vas voir quelqu'un, tu te dis bon et que la personne c'est en fait je t'explique le truc et qu'elle commence à se justifier. Mais c'est hyper naturel ça en plus. C'est exactement, mais ça marchera jamais. Donc en fait, ça veut dire que tu dois avoir ce corollaire-là qui est, quand on te fait un retour, tu le prends. Ça veut pas dire que tu es obligé d'être d'accord. C'est-à-dire que tu écoutes, tu essaies de comprendre, et en fait, tu te vois comme une opportunité de progresser. Le troisième truc, c'est le pragmatisme, c'est on recherche l'efficacité. Tu vois, on veut, en fait, nous on appelle ça faire du done, mais un des gestes, c'est le côté, c'est ce qu'on appelle le hand-on, c'est un truc de lean qui imprègne beaucoup la culture de la boîte, et c'est le côté... Je vais pas passer 50 ans sur un truc que je sais pas faire parce que je veux m'en sortir tout seul. Je suis capable de détecter le moment où je sais plus et je demande un coup de main. Vite. C'est très cool dans ces trois parties-là que tu viens d'exposer, c'est qu'il y a vraiment... Si je fais trop long, tu me dis. Pas du tout. Elles sont très liées en fait. Ouais. Et le but de ce podcast, c'est qu'il n'y a pas de fin. Des fois, c'est trop long pour les gens qui trouvent ça trop long, c'est très bien. Toujours est-il que, elles sont très liées en fait, parce qu'en fait, et c'est très utile pour ta boîte. Tu vois, au-delà du fait de c'est gentil, les valeurs, c'est un truc qu'on fait parce que c'est bien. Ouais. C'est hyper. Ce que tu dis dans ce côté, j'accueille et j'accepte. En vrai, c'est est-ce que tu as des gens qui sont coachable? C'est exactement ça. Est-ce que tu as des gars qui peuvent progresser? Si tu cherches et du coup, si tu veux que des gens soient efficaces, c'est-à-dire que tu peux pas être en train de te regarder le nombril, à dire non, mais en fait, moi, je suis le meilleur, et lui, il est pas bon, et faire de la politique et patati. C'est non, ok, on a un objectif commun, pas individuel du coup, et on y va. Et donc, tu as besoin de gens qui ont ces traits de caractère-là pour que ta boîte elle fonctionne et qu'elle se développe autour de ça, quoi. Mais c'est hyper bien résumé, parce qu'en fait elles ont été conçues pour se dire ok, comment on bosse bien ensemble et ça se passe bien. Et en fait le truc c'est, si t'as des gens qui sont pragmatiques, ils ont envie de faire bien, ils ont envie de faire efficace, que ils ont envie d'être exigeants les uns avec les autres parce qu'ils se disent c'est comme ça que je vais aider les autres à devenir bons et globalement on va construire quelque chose de cool. Et quand ils font cet effort là, en plus c'est accueilli par des gens qui se disent tu sais quoi, je le prends, j'y réfléchis, j'essaie d'être meilleur, qui à leur tour voudront être efficaces. En fait ta boîte elle absorbe la croissance. Ta boîte, les gens vivent bien les uns avec les autres parce qu'ils tombent pas sur des gens qui n'ont rien à faire, ils tombent pas sur des gens de mauvaise foi, etc. Et en fait, tu te retrouves avec des gens qui sont heureux. Le taf, c'est dur. Tu vois, il y a plein de moments, c'est difficile et tout, mais qui sont heureux au taf parce qu'en fait, ils ont l'impression de bosser pour quelque chose et de servir à quelque chose. Tu vois. Et comment tu crées ce sentiment, si tu veux, en gros, pour le corollaire, pour que ça marche, ce que tu dis, cette culture qui est très axée sur le feedback mutuel, le challenge, comme tu le dis, on se pousse tout le temps vers le haut, on va se chercher, je te dis ce qui va pas, tu me dis ce qui va pas, etc. Ça demande quand même qu'il y ait une certaine sécurité psychologique dans ton équipe, parce que le naturel,
enfin, c'est une fausse croyance, mais pour un être humain, c'est tu viens me dire c'est pas bien, je vais faire oh non, c'est pas bien. Oh là là, et il me remet en cause moi personnellement, tu vois. Comment tu fais comment t'as fait pour dépasser ça chez les gens avec qui tu bosses? C'est alors déjà, ce qui est marrant, c'est que quand tu recrutes les bonnes personnes qui correspondent à ça, mais les gens, moi j'ai beaucoup plus de gens qui vivent mal le fait de faire un challenge que d'en recevoir. Oui, c'est vrai. Et en fait, le truc, c'est déjà les valeurs, elles sont explicitées à tout le monde, et on a vraiment fait un travail d'acculturation. C'est-à-dire que quand tu arrives, par exemple, déjà tu as un coach. Ok. Tout le monde a un coach. C'est une autre personne dans la boîte, une sorte de mentor, qui est un peu plus XP que toi, qui fait ton métier, que tu vas voir, qui s'occupe de ton onboarding. Généralement, il prend contact avec toi avant, il va boire un verre avec toi pour t'expliquer comment ça va se passer dans la boîte. Et il te voit toutes les semaines, pendant toute ta trajectoire dans le groupe. C'est quelqu'un de ton équipe ou pas? De ton équipe. Non, pas forcément. Ouais. C'est pas ton manager direct, quoi. Non, c'est pas ton manager direct. Là, on parle vraiment de mentoring, de coaching. Et en fait, tu vas voir cette personne toutes les semaines, pendant une demi-heure. Alors après, selon les boîtes, ça change un peu, tu vois, dans le groupe, peut-être d'autres formats, mais généralement, ça tourne autour de ça. Et en fait, c'est une personne qui t'aide à comprendre où est-ce que tu peux faire mieux, comment tu prends les retours et tu deviens meilleur avec les retours qu'on t'a fait, comment toi tu te sens dans la boîte, etc., pour justement rentrer dans le système et en tirer le maximum. Et tu vois, le deuxième coaching, le premier, on se dit bonjour, salut, comment ça va, mais le deuxième coaching, il est axé directement sur les valeurs. Ok. Et en fait, ce que tu fais, c'est qu'avant, tu dois avoir lu le bouquin de Lencioni. On le donne à tout le monde quand il arrive. Ok. Je crois que t'as les chaussettes ou le t-shirt de la boîte ou le pull ou je sais pas quoi. T'as le bouquin de Lencioni et ta carte ticket resto. Ok. Et en fait, le truc, c'est le deal, c'est pour la deuxième semaine, tu l'as lu, comme ça, tu peux en discuter avec ton coach. Il est pas très long, puis c'est écrit comme un roman. Non, et puis c'est une histoire. Voilà, Ouais. il existe même en français, donc pour ceux qui sont vraiment pas à l'aise en anglais, c'est faisable. Et je crois que les gens, qu'ils ont une vidéo de moi qui justement expliquait le bouquin de Lencioni, la pyramide, et puis comment c'était lié aux valeurs qu'on avait. Et en fait, le truc, c'est qu'au bout de la deuxième semaine, la personne, on parle un langage commun. Et c'est ce que je te disais au tout début, quand tu me disais comment on fait du DevOps, machin. Si on parle un langage commun, les attitudes qui sont attendues sont claires et sont les mêmes pour tout le monde, sous réserve, on va y venir peut-être, mais que tu aies recruté les personnes qui fit dans ce monde-là. C'est l'idée aussi. Et c'est pour ça qu'avoir des valeurs fortes, normalement, ça te sert aussi à tester ça chez les gens. Nous, je te donne un exemple. En entretien, après chaque entretien, tu as un débrief. Ok. C'est-à-dire que les gens, ils doivent voir, l'entretien, il doit montrer ce que t'es. Quoi, comme boîte. Donc nous, nos entretiens sont assez efficaces, c'est-à-dire qu'on cale tout le process dès le début. Et il tient sur maximum 10 jours, je crois. Okay. Donc les entretiens... Parce que... 10 jours pour un process, putain, ça fait rêver. Ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il n'y a rien de plus angoissant quand tu passes un entretien que t'attends le RH, tu sais pas quelles sont les prochaines étapes, quand est-ce qu'ils te rappellent. Là, les calls, ils sont calés, bam bam. Ça fait gagner du temps à tout le monde, ça enlève vachement de pression. Et le truc, c'est... et les candidats, ils ont suffisamment de pression comme ça, tu vois. Et le truc, c'est déjà un mec qui nous dit, ou un candidat, une candidate qui nous dit je suis hyper mal à l'aise, le process il est trop timé, trop truc, trop machin. Ça veut pas dire on l'écarte, mais il faut qu'on comprenne si ça veut dire qu'il aura un problème avec justement la notion de donne que nous on essaie de pousser, de faire d'être efficace, d'être pragmatique. Le deuxième truc, c'est on a un débrief après chaque call, après chaque entretien. En fait, non seulement la personne tu la débriefes parce que tu veux lui donner l'opportunité de progresser d'un entretien à l'autre, tu checkes l'envie de progresser, tu te dis attends, s'il fait 2 fois la même erreur, on a un problème, est-ce que ça veut dire qu'il est pas coachable? Mais en plus, tu vois la réaction des gens. C'est-à-dire que une candidate, tu lui fais un retour, et en fait, elle t'explique que c'est pas de sa faute. Ah, mais tu vois, c'est qu'en fait, moi, c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'on l'élimine direct. Mais tu vois, t'as des petites warnings qui s'allument. C'est un faisceau d'indices, oui. Exactement. À moins qu'il y ait un truc complètement intolérable, mais tu prends rarement une décision sur un truc comme ça. Et puis, parce que ça fait aussi partie de ton débrief de dire, bah, t'as fait ça chez nous, c'est pas ok. Donc exactement. Parce que, au pire, les gens, si on les prend pas, nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils aient appris des trucs pour ailleurs. Ouais. Mais je vais te dire, ça demande, quand tu es en période de croissance, que tu recrutes pleine balle, que tu paies, en plus, nous, on fait du service. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, un mec qu'on recrute, qu'on staff, c'est de l'argent gagné. Si on ne recrute pas, potentiellement, c'est de l'argent qu'on laisse de côté. Tu vois. Il y a une année, on aurait pu faire 2 millions de plus de chiffre d'affaires si on avait recruté suffisamment de personnes. Donc, tu vois. C'est-à-dire que tu as trop d'offres. Ouais. Et pas la capacité Et je te rassure, c'est pas la période actuelle. C'était il y a 2 ans et demi, mais un truc comme ça. Mais si on avait eu suffisamment de personnes, on aurait fait 2 millions en plus. Ok. La tension que t'as, la pression que t'as pour recruter un peu quoi qu'il arrive les gens qui passent, elle est hyper forte. Bah ouais, et donc, tu vois, le choix, et on parlera peut-être de croissance, mais donc le choix face auquel t'es, c'est est-ce que je privilégie ma culture ou est-ce que je privilégie le volume? Nous, on a fait un choix super fort il y a personne qui rentre dans la boîte et on est à des garde-fous, il y a plusieurs personnes qui donnent leur avis, etc. Si on se dit pas, ok, alignement avec les valeurs, personne est parfait dès le début, 100% aligné, machin, mais on y croit. Et si on n'y croit pas, la personne ne vient pas. Pas possible. Mais attends, développe ça, parce que pour le coup, c'est hyper intéressant. Genre même titre perso pour des problématiques que je peux avoir dans mon business, ça m'intéresse. Tu vois. Enfin,
tu vas vraiment faire ce choix de le culture above business et je vais me faire défoncer par les gens qui aiment pas les anglicismes. Ah ouais, nous aussi, on est très très mal Ouais. en termes d'anglais. Mais c'est bien de le dire et on le dit souvent, mais de le faire, c'est que au moment où tu dois prendre la décision entre je perds Ouais, mais c'est un 20 choix. 000, 200 000 ou 2 millions de chiffre d'affaires parce que je fais pas venir quelqu'un, ton cerveau il a quand même une tendance à Oui, twist un peu, ouais. tu te dis non mais ça va aller en fait. Oui. Alors, je te dis pas qu'on n'a pas fait d'erreur de recrutement, mais en fait, tu vois, le chiffre de Happy at Work dont je parlais au début, Ouais. il vient du fait qu'il y en a quand même pas beaucoup. Mhm. Et en fait, comment je le vois, oui, c'est un choix qui est dur, mais en fait, c'est un choix business. C'est-à-dire que tu me disais, en période de croissance, comment est-ce que ta boîte, elle tient? Ouais. À partir d'une certaine taille, qui arrive très vite, moi je dirais une cinquantaine de personnes, Mhm. la boîte, elle repose uniquement sur en tant que CEO, tu vois plus rien. CTO, tu vois plus rien. Les problèmes. Voilà, franchement, chaque fois que tu vas quelque part, tu découvres des trucs parce qu'en fait, t'en entends pas parler. Tu vas dans une réunion, tu te dis, j'imagine pas du tout que ça se passait comme ça dans ma boîte. Le seul truc qui tient, c'est l'autonomie des gens. Est-ce que les systèmes que tu as mis en place, en fait, ils tiennent d'eux-mêmes sans que tu mettes ton nez? Et pour ça, tu peux faire confiance qu'à deux trucs. Les standards que tu as mis en place pour que les gens bossent bien et que les gens, surtout, est-ce qu'ils ont cette culture de les mettre à jour régulièrement pour faire de l'amélioration continue quand ils rencontrent un problème? Ça, ta boîte, elle évolue, mais sans avoir besoin d'un manager qui vient et qui dit « Ah, faut changer ça ». Et en fait, est-ce que les gens, ils ont l'ADN commun qui leur permet de bosser ensemble, surtout si c'est des valeurs auxquelles tu crois pour que la boîte tourne bien? Et donc, en fait, moi, je le vois comme de toute façon, ma boîte, c'est parce que je vais faire rentrer des mecs qui bossent pas comme on bosse, qui vont faire n'importe quoi, et deux, qui vont faire exploser les gens autour d'eux. Et résultat, là, pour le coup, non seulement j'aurai de la croissance compliquée à gérer, mais en plus, j'aurai une boîte qui tient pas la route. Donc moi, je le vois plutôt comme un choix business de se dire, c'est la garantie que malgré la croissance, on tient la baraque. Il y a une notion de croissance robuste en fait dans ce que tu racontes. Et justement, toute cette t'as un degré de maturité assez fort, clairement, sur cette gestion d'une culture de boîte pour la préserver dans la croissance, etc. Tout ce que tu as mis en place, ces valeurs, etc. Ok, tu les as reprises du groupe Théodo, mais pour les faire vivre à ce point, quand est-ce que tu t'es dit que c'était le moment de le faire ou tu as ressenti le besoin de le faire? La chance qu'on a, c'est qu'on vient d'un groupe. En fait, le fait de pas être la première boîte qui se lance, on avait des boîtes qui avaient vécu des trucs en avance de phase et qui avaient mis en place des choses. Et tu vois, il y a un truc sur les valeurs qui est, on va faire tout l'épisode sur les valeurs. En même temps, il y a un truc à dire. Puis c'est carrément sur du podcast en plus, donc ça fait plaisir. Ah, franchement, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, c'est les rituels. Ouais. Tu vois, je te parlais du coaching, par exemple, ce genre de choses, mais où je te parlais des entretiens, où en fait, tu as des rituels après des entretiens qui font que les valeurs, elles sont incarnées dans le sens vraiment de la vie quotidienne, il se passe quelque chose de concret. On a la même chose sur la progression dans la boîte. T'as un système qui s'appelle le système de Up, qui est imparfait sur plein d'aspects, et qu'on a repris du groupe aussi, qui est, en fait, les gens progressent dans la boîte via des niveaux. Et ces niveaux, ils se débloquent parce que tu as rempli certains critères et que tu es capable de le justifier devant un jury de Up. Donc, tous les 6 mois, tu peux postuler, tu peux dire, et les niveaux, ils doivent être très clairs, noir sur blanc. On parlait de comment est-ce que les gens ils sont en confiance tout à l'heure. Un des points qu'on n'a pas abordé mais qui est clé, c'est la transparence. Est-ce que les critères, ils sont noir sur blanc? Est-ce que ce qui est attendu, c'est clair? On le sait tous, les règles du jeu, elles sont communes. Ça crée ça retire vachement de pression aux gens, tu vois. T'as toujours ce côté, comment est-ce que les gens, la seule pression qu'ils ont, c'est faire bien mon boulot. Pas tout le flou que tu peux mettre autour, parce qu'en vrai, dans les relations, dans la politique, dans le truc, qui viennent se rajouter alors qu'en fait, il y a pas besoin. Tu vois. Mais ça fait souvent partie de faire bien ton boulot. Ce côté, comment je convainc les gens de me faire confiance, de me suivre. La politique devient parfois jusqu'à 50% de ton job dans une boîte. Je pense qu'il y a beaucoup de choses dont tu peux te passer si des règles du jeu elles sont claires et qu'elles sont expliquées. Tu vois, typiquement le système de Hobbes, c'est de dire, pour les gens qui vont avoir des responsabilités, pour les gens qui vont avoir une augmentation de salaire, voilà les règles du jeu, vous pouvez postuler, il y a des critères, vous avancez. Ce qui a plein de bénéfices. Le premier, c'est, ça te responsabilise. Il y a des critères, t'y vas pas, tu décides de les bosser, si tu les bosses pas, c'est ton problème. Tu vois, c'est toi qui. Le deuxième, c'est que ça retire de la pression aux gens qui osent jamais demander des augmentations. Complètement. Tu vois, le nombre de personnes qui demanderont jamais rien, et qui au fond estiment qu'elles méritent et qui un jour te claqueront leur dème. Et franchement, à raison, parce que toi, t'es pas allé les chercher. Oui, mais moi, je vais pas aller chercher chaque personne qui pense qu'elle a progressé. Là, t'as un truc où ils ont juste envoyé un mail et c'est attendu. Et quand les gens passent pas leur up, généralement, leur coach, il leur dit, ça va être la session. Est-ce que tu penses qu'on est prêt? On peut y aller, peut-être, machin? Donc, tu vois, t'as pas besoin de faire de politique autour de ces trucs-là. C'est cool. Et le dernier truc, c'est les critères, comme ils sont écrits noir sur blanc. Il y a pas cette incertitude de comment je dois me vendre, qui s'entend bien avec qui, etc. Je veux dire, t'es dedans, t'es pas dedans. Et le nombre de fois où j'ai dit à des gens autour de moi qui se plaignaient justement de pas avoir d'augmentation depuis longtemps, et c'est lui qui est promu alors qu'il avait depuis il y a pas longtemps, et je leur dis, mais tu sais, en vrai,
tu n'auras pas ce que tu mérites, tu auras ce que tu demandes. Toi, tu as trouvé un système qui permet d'éviter ça, quoi. Alors, moi, j'ai rien trouvé du tout. Benoît et Fabrice, les fondateurs du. Mais non, mais c'est important. Non, mais en tout cas, Rendre à César, vivre, tout quoi, ça. bien sûr. Mais oui, j'y crois de ouf. Et ils ont trouvé un système où. Et je méfie beaucoup de l'effet Instagram des trucs de quand tu regardes, ou même un mec qui fait une conf, tu te dis il y a jamais de problème, sa boîte est extraordinaire. Ce système nous fout plein de problèmes sur plein d'autres aspects. Je veux dire, tu vas voir les Padokiens ou les gens du groupe Théodo, tu leur dis est-ce que t'aimes le système de Up, ils voient les côtés négatifs du truc. Moi, je te parle là des côtés positifs et pourquoi est-ce qu'on le garde, parce qu'il y en a plein d'autres. Mais eux, ce système, il y en a plein, ils l'aiment pas. Déjà parce que aller devant un jury pour raconter des trucs, c'était bien préparé et tout, pas facile. Hein. Pas facile. Mais le truc, c'est dans donc les critères noir sur blanc par métier qui sont dans le système de Up, t'as un truc sur les valeurs à chaque fois. Ok. Ça veut dire que très concrètement, un mec qui passe le niveau 1, le Up un peu bébé, tu le passes au bout de 6 mois, 1 an, enfin, on va pas dire ça, le Up le plus facile à obtenir, t'es pas obligé de montrer que t'es parfait sur les valeurs, tu dois juste montrer que tu les as comprises et que tu es capable de l'adapter à des cas de ta vie quotidienne. Okay. Tu vois, donc tu dois être capable de dire, OK, je suis capable de donner 1 ou 2 exemples de là, j'aurais dû challenger quelqu'un, voilà ce qui m'a bloqué, mais je sais que ça aurait apporté ci ou ça, ou j'ai manqué de pragmatisme sur tel truc. Ou au contraire, je trouve que sur tel truc que j'ai fait, j'ai été hyper pragmatique et tu nous expliques pourquoi, tu vois. Et en fait, ça crée une petite musique en permanence dans la tête des gens où tu sais que c'est attendu, tu sais qu'à un moment, il faudra en parler, donc tu te dis, ah mais tiens, comment je le vois là dans la vie quotidienne, etc. C'est un exemple, mais tu vois, ça te fait une colonne vertébrale qui fait que aujourd'hui, je suis en confiance pour aller voir n'importe quel Padokien et dire c'est quoi les 3 valeurs, c'est quoi les comportements, toi, sur laquelle est dure pour toi, et on va en parler. Et les gens le maîtrisent. Et c'est un levier de développement pour eux. Ouais. Parce que typiquement, c'est ce côté toujours pareil. Tu ne progresses pas sur les valeurs parce que Clément a dit qu'il fallait progresser sur les valeurs. Bien sûr. Parce que ça te développe professionnellement aussi. Je vais te dire, ça va être bizarre comme formulation, mais les gens qui partent on a un très bon taux de réussite quand les gens partent de Paddock aux entretiens des autres boîtes. Okay. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que ce système de pensée, il te prépare à affronter plein de situations, à progresser vite, à être capable d'expliquer clairement les choses que tu vois, comment est-ce qu'on pourrait faire mieux, etc. Et en fait, même les techs, pourtant c'est pas de la tech pure, c'est pas genre je code sur mon clavier, etc. Ça les aide à concevoir, par exemple, la résolution de problèmes, être capable de dire en fait le souci il est là, je vous explique pourquoi, qui rend les gens, je pense, très bons. Ouais, carrément. Et tout à l'heure, tu disais, quand on voit un gars qui fait une conf, t'as toujours l'impression qu'il dit qu'il n'y a pas de problème et que tout va bien. Je bade à chaque fois que je vois une conf. Je me dis, les mecs sont trop forts. On va éviter aux gens qui t'écoutent de bader. Mais c'est pas le problème que les gens soient trop forts ou pas. Il y a aussi le côté ce que tu choisis de raconter. Enfin, c'est très bien que toutes les boîtes ont des problèmes. Ouais, bien sûr. On peut en parler. On fait un deuxième podcast, il n'y a pas de problème. Exactement. Mais non, mais justement, tu vois, la culture, c'est top. Après, une culture, forcément, tu passes par des phases de vie dans une boîte où elle va être un peu secouée. Enfin, si tu me dis que non, peut-être que je fais très mal mon métier, du coup, avec mes clients. Non. Mais j'ai du mal à y croire. Si je ne me trompe pas, toi, pendant 4 ans, vous avez doublé de taille tous les ans pendant 4 ans. C'est quand même beaucoup. Enfin, évidemment, c'est sur des cycles au début, tu passes de 5 à 10, puis de 10 à 20, etc. Mais quand même, à chaque fois, tu fais rentrer des nouvelles personnes avec des nouveaux modes de fonctionnement, leurs propres valeurs, etc. etc. Des mecs XP, parce que d'abord, t'as que des juniors, et puis après. Tout à fait. Bien sûr. Les gens qui prennent des rôles d'encadrement qu'ils avaient ailleurs, il y a une nouvelle manière. Enfin, c'est un challenge permanent. Ouais. Comment, ces valeurs ont soit été aidantes, soit comment est-ce qu'elles ont été secouées en fait dans ta croissance? Et en tous les cas, visiblement, tu as réussi à trouver quelque chose qui fait qu'elles ont continué d'exister, quoi. En fait, la culture de la boîte change. Nous, donc, en 4 ans ou 5 ans, on est passé de 0 à 80, 85. La culture de la boîte, elle change forcément. Tu vois, mais c'est un truc, toutes les boîtes qui se lancent, elles le vivent, c'est-à-dire que forcément, les 20 ou 30 premières personnes qui arrivent, elles sont en mission. C'est la boîte, et puis elles sont tous les jours avec les fondateurs, et puis machin. Et alors que la personne 51, 60 ou 101, 102, ils arrivent, il y a des trucs établis, donc ils ne challengent plus parce qu'ils n'ont pas vu l'origine du truc, donc ils le prennent tel quel, ils progressent souvent moins vite parce qu'ils sont pas directement avec les fondateurs, etc. Et puis c'est moins leur bébé, c'est normal, tu vois. Donc, la culture, elle bouge. Je me souviens j'ai un cousin qui bossait à l'époque chez, alors Vestiaire Collective maintenant ça s'appelle. À l'époque, je crois que ça s'appelait Vestiaire de Copine ou un truc comme ça. J'avoue que j'ai pas la... Ouais. Et en fait, quand il est parti, il lui est arrivé, ils étaient 15 ou 20, et puis quand il est parti, c'était une centaine, un truc comme ça. C'était les premières boîtes qui commençaient à lever beaucoup d'argent. Ouais. Et il me dit, en fait, je pars parce que, tu vois, il y a 8 mois, quand on a déménagé, on a changé de locaux, on portait les cartons avec le CEO. On avait le CEO, on était allé un samedi, tu vois, on était allé un samedi, on était avec le CEO et 20 personnes de la boîte, on avait pris les cartons, c'était trop marrant, on avait pris des pizzas après, machin. Bon.
8 mois après, ils avaient recruté des X dizaines ou centaines de personnes. Le CEO, il était dans son bureau. Autant te dire qu'il y a aussi un truc qui est les gens qui avaient été recrutés 120, 150, quand tu leur disais on se voit samedi, il faut porter les cartons, ils disaient bah c'est pas dans mon contrat de travail. Et c'est normal, c'est pas l'aventure qu'ils avaient décidé de rejoindre. Et donc lui, il te dit je m'en vais. Bah, en fait, ça, tu ne peux pas l'éviter. L'ambiance de la boîte va changer. Et nous, on l'a vécu chez Paddock, qui était un peu une nostalgie, tu vois. Bien sûr. Mais le truc, c'est sur quoi tu décides de faire des concessions ou pas. Exactement. Qu'est-ce qui est négociable et qu'est-ce qui l'est pas. Exactement. Et en fait, il y a un truc qui est, sur ces 3 valeurs-là, on ne transige pas. En revanche, tu te rends compte que tu es obligé de prendre des contre-mesures parce que tu vois, c'est la discussion que j'ai eue lundi ou mardi tu vois, le pragmatisme, pourtant on est censé être blablabla. On a 2 clients coup sur coup qui nous ont dit ok, je suis venu vous demander à vos sales pour un projet, je suis venu vous demander une Mégane, vous essayez de me vendre une Ferrari. Ah ouais. Et ça veut dire qu'en fait, et le CTO, c'est le premier warning qu'il a, il dit ok, problème de pragmatisme. C'est-à-dire que dans le scale et notre équipe, pour le coup, d'avant-vente technique, Solution Architect, il y a une équipe, trou dans la raquette sur la partie pragmatisme dans ce qu'on propose aux clients. C'est la preuve. Et pourtant, les mecs sont formés exactement comme je t'ai dit. Donc en fait, ça veut pas dire qu'il y a des moments où on n'y arrive pas. Enfin, on y arrive forcément, tu vois. Il y a des moments où on n'y arrive pas. Mais en revanche, ça veut dire que on a on va pas dire frame, un cadre mental. Bravo. Merci. Tu m'as fait flipper sur les organes. Non, mais c'est t'inquiète, tu le pires. Et on a un cadre mental qui fait que on le détecte au moins très vite. Et on est intransigeant là-dessus et ça remonte. Et tu vois, pas la semaine après, pour la semaine prochaine, le truc du lundi dont je te parle, moi, l'intro, c'est warning. Dans la boîte, en termes de pragmatisme, on a identifié tel truc. Rappelons-nous, c'est pas notre ADN, etc., etc. Donc, il y a des trucs sur lesquels tu ne transiges pas. Après, il y a des trucs en dehors de ces trucs-là, il y a des trucs que tu n'as pas choisis, c'est les valeurs accidentelles. On en avait parlé un peu en préparant le podcast. Et là, tu vois qu'il y a des trucs qui émergent dans ta boîte que tu n'avais pas anticipé. Et tu les regardes et tu te dis, est-ce que je les veux ou je les veux pas? T'as un exemple? Ah ouais, j'en ai plein. Le plus marrant, c'est les valeurs accidentelles. Ouais. Bon, c'est des trucs qui se passent bien, ça fait marrer personne. Valeurs accidentelles, j'en ai plein. Une qui est vraiment très symptomatique, c'est il y a 3 grands cloud providers américains avec lesquels on bosse, Amazon, Google et Microsoft. Bon. On s'est rendu compte que à un moment, les gens faisaient beaucoup de vannes sur Microsoft. Parce que c'est pas fun, Microsoft. Tu vois, même si t'es pas dans la tech, tu te demandes de classer les 3, on te dit laquelle est la moins fun. Ah, tu dis Microsoft. Bon. Et en fait, il y avait pas mal de vannes dans l'open space. Il y avait des mecs qui étaient sur des projets Microsoft qui venaient nous voir en disant, enfin, Aurore, la CTO, en disant, en fait, moi, Microsoft, j'aime bien, mais enfin, tout le monde dit tout le temps que c'est un peu de la merde. Ou au moins, les gens font des blagues dessus. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, moi, je suis en train de progresser sur une techno qui est nulle? Ouais. Et tu vois, c'est une petite musique, un faisceau d'indices, comme tu disais tout à l'heure, mais on a plein de trucs qui commencent à me montrer qu'en fait, Microsoft, c'est dans la boîte, c'est mal vu, alors qu'en vrai, c'est une techno qui est complètement valable. Puis si on veut faire du business, tu te dis pas, je prends le deuxième du marché. T'as des clients qui sont sur cet écosystème-là. À un moment, bon. Et puis en plus, je vais être un peu cash, mais c'est une dynamique de petit con aussi, tu vois. Parce que si tu le fais sur Microsoft, tu peux le faire sur plein d'autres trucs. Mais... Et donc, tu as une espèce, nous on appelait ça, un jour on s'est posé avec on faisait une fois par an avec la tactique de la boîte. Et on passe, quand on fait un séminaire tactique de 3 jours, il y a une demi-journée sur les valeurs. Okay. Et donc, notamment, on en arrive aux valeurs accidentelles. Et là, il y a quelqu'un qui dit, cet élitisme technique, c'est un truc qui est apparu dans la boîte. C'est pas voulu. Moi, je le mets dans les valeurs accidentelles parce qu'il faut s'en débarrasser. On était tous d'accord. Et en fait, quand on a regardé d'où ça venait, il y a plein de raisons. Mais un truc qu'on fait, quand quelqu'un arrive, un nouveau, on lui pose des questions devant tout le monde, il ramène un petit déj, puis on pose des questions ça ou ça, tu vois. Truc à la con, chien ou chat, les bronzés font du ski ou machin, bon bref. T'as arrêté avec Azure ou AWS, quoi. Et en fait, non, c'est même pas qu'on faisait Azure AWS, c'est que justement, systématiquement, et en fait, c'était marrant même pour tu vois, on faisait Amazon ou Google, tu vois, ou plutôt GCP ou AWS, qui sont les technos de ces boîtes-là. Jamais on disait Azure. Azure Microsoft, du coup. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que par ce truc complètement anodin qu'on avait fait sur un bout de serviette, parce que le questionnaire, on l'a fait une fois en 2 minutes, on est passé à autre chose, on s'en tape. En fait, on encourageait dans la boîte cette petite musique de Azure, en vrai, on en fait parce que c'est obligé, mais qu'est-ce que c'est pourri, tu vois. Et c'est un exemple de valeur accidentelle, mais j'en ai plein d'autres. Et en fait, la question, c'est est-ce que tu regardes régulièrement ta boîte en disant dans cette boîte, il y a des trucs qui me conviennent plus, tu vois. Mais ce qui est dur, c'est comment tu fais pour aller contre. Bon, là, tu as donné un exemple, effectivement, sur des petits rituels, et effectivement, c'est probablement un levier. Mais le problème d'une valeur, une fois qu'elle est apparue, c'est quand même dur de la changer. C'est ce qu'on dit systématiquement aux gens qui me disent non, mais en fait, moi, je peux très bien changer mes valeurs et ma culture. Tu fais ouais, tu peux. Mais il va y avoir de la casse. Enfin, il y a des gens qui sont là, qui portent cette culture, qui l'ont amené avec eux. Et si tu veux complètement te transformer, à un moment donné, il faut remplacer des gens, quoi. Donc, il y a déjà
on a viré cette question. Mhm. 2, c'est la chance d'une boîte où les gens sont plutôt en confiance et où on se dit les trucs. C'est que, notamment, tu vois, un truc cool de toute cette transparence, c'est que nous, les gens qui veulent partir, généralement, ils en parlent avant. Il y en a beaucoup qui restent parce qu'on trouve des solutions. Mais c'est qu'en fait, t'as des relais et tu peux leur dire, OK, on a un problème. Mhm. On a ça, on a identifié. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, quand vous voyez ça, justement, cette culture du change et tout, changer les gens, dire c'est pas cool, etc. Mhm. Il y a un dernier truc qui est, si des gens doivent partir, ils partent. Et moi, Ouais, bien ça, sûr. en tant que CEO, j'ai mis très longtemps à C'est l'accepter parce que t'as un syndrome de l'abandon c'est parce que je suis pas assez bien, c'est parce que c'est au départ, les départs et puis même maintenant, c'est jamais agréable, tu vois. Il y a un truc qui est, quand des gens dans ta boîte, ils personnifient des trucs que tu veux pas, de toute façon, petit à petit, tu as 2 solutions. Soit ta culture est assez forte et ils se retrouvent en marge et ils deviennent un peu toxiques. Mhm. Soit ta culture est pas forte et à ce moment-là, je vais dire take over et ça prend le dessus Ouais. et ça devient un truc général que tu maîtrises plus. Nous, on a de la chance, la culture est assez forte, les gens sont plutôt des bonnes personnes. Et tu vois, ce truc sur Azure, c'est des gens de la boîte aussi qui sont venus en disant ça me met mal à l'aise, etc. Mhm. Donc en fait, là pour le coup, les gens étaient plutôt mis de côté sur ce truc-là. Et à ce moment-là, de même, ils vont te dire on s'en va. Mhm. Et ça te saoule parce que c'est généralement des mecs intelligents et bons. Et tu te dis, ouais, mais en fait, de la même manière que j'ai pas envie de recruter des mecs. Ouais, complètement. Tu fais encore passer ta culture avant. Et un truc que tu as dit aussi qui m'a fait tilt, c'est, tu disais au début, les premiers, c'est des missionnaires, en gros. Les gens qui sont là, ils sont en mission, c'est leur boîte, ils sont à fond. Après, tu recrutes des gens qui vont plus respecter le statu quo, qui sont peut-être plus des spécialistes aussi, etc. Ça, je ne sais pas le nombre de fois où j'ai eu des conversations avec des dirigeants sur, mais on en a marre, on veut que les gens, ça soit tous des entrepreneurs, patati patata. Moi, je suis convaincu que c'est un truc qu'il faut dépasser. Tu peux Ouais. pas faire ta boîte. D'autres me disent aussi, tu fais pas ta boîte de 1 à 10 avec les gens et que tu la feras de 10 à 100, ni de 100 à 1000. Ouais. Mais comment, toi, t'as ce profil d'entrepreneur, le mec qui a la dalle, qui a envie de monter un business, etc. Comment t'as réussi à dépasser ce truc? Il faut que j'ai que des gens autour de moi qui soient des putains de missionnaires, qui mettent les mains dedans, qui fassent tout, quoi. Il y a un truc qui est dur quand tu montes ta boîte, mais faut vivre avec ça assez vite, les gens, c'est pas leur boîte à eux. Tu vois, moi, le côté, soyez tous des entrepreneurs, parce que comme ça, vous imaginez la boîte qu'on va faire. Mais en fait, il y a un truc très clair. Les mecs, si la boîte cartonne, ils auront pas le tampon CEO, j'ai monté une boîte qui cartonne. Déjà, c'était pas leur idée au début. Et puis ils ont pas les parts quotas. Et si ça se vend, un jour, s'ils partent, ils toucheront pas la même chose. On est tous entrepreneurs, mais le payout, c'est quand même pour les actionnaires et pour les agents à la fin. Oui, voilà. À un moment, donc le truc, c'est... Et puis, ils ont pas choisi. Et je vais même te dire un truc, si t'as que tes entrepreneurs dans ta boîte, à un moment, qui vont tous avoir envie de faire leur truc dans leur coin, t'as pas envie d'avoir que des profils d'entrepreneurs. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, il y a un truc dangereux quand tu recrutes des juniors qui est... Moi, j'en ai vu plein. Des juniors chez Paddock, c'est toi qui es obligé de les calmer. On bosse tard le soir, on envoie des mails le week-end, mon machin, etc. Mais en fait, tu leur dis, mec, tu vas pas tenir 3 ans, en fait. Et en plus, tu vois, côté startup, on a un peu cette culture de les gens sont potes entre eux, t'en as pas mal qui partent en vacances entre eux, tu vois, t'en as parfois qui sortent entre eux ou avec d'autres personnes du groupe ou machin. Donc en plus, tu débranches jamais complètement. C'est en même temps très cool et en même temps, c'est un peu spé. Donc, tu veux pas que des entrepreneurs dans ta boîte. Déjà, premier truc. Et deuxième truc, tu peux pas. C'est ce qu'on se disait juste avant. Après, moi, je sépare être un entrepreneur et en avoir quelque chose à foutre. Bah oui. C'est-à-dire que on fait très attention. Je suis pas du tout entreprise libérée. Tu vois, Montessori appliqué au monde de l'entreprise. Tout le monde doit connaître les salaires de tout le monde. On fait pas de réunion. T'es en train de tracher un de mes épisodes d'avant là. Pardon. Vraiment, c'est un truc. On vous donne un baby-foot donc vous serez heureux. C'est vraiment pas mon truc. En revanche, je pense que tu vois le côté séparation pro-perso. Ouais. Il est super important et que moi ma limite c'est est-ce que dans les moments où on est au taf ensemble, on s'implique à fond. On met de l'intelligence. On essaie de faire en sorte d'en avoir quelque chose à faire, que les trucs se règlent, de trouver la meilleure solution pour nous, pour nos clients, on se dit les trucs, etc. Donc ça, c'est important. Et je mets pas derrière le côté entrepreneur, je mets envie de faire un truc ensemble qui est chouette, qui soit quali, qui réponde à des vrais problèmes chez nos clients. En revanche, après, si à 19h, tu réponds plus au téléphone, je veux dire, si t'es un manager, c'est pas pareil. T'es un manager, t'as voulu des responsabilités. Tu vois, j'ai eu cette discussion avec une fille qui devait passer manager. Et elle m'a dit, est-ce que ça veut dire que je peux avoir une formation, parce qu'il y a des formations qui finissent à 21h. Je dis oui, c'est possible. Il y a une vraie discussion, parce que je lui dis, si tu veux pas de ça, parce qu'on te forme, etc., être manager, et que tu veux pas une fois par mois, tu vas finir à 21h, c'est même pas la formation, je m'en tape. Mais sur ce que ça veut dire être manager, on n'a pas même une définition. Mais ça, c'est un nombre de personnes très précis dans la boîte
qui veulent des responsabilités, qui ont le salaire qui va avec, etc. Mais sinon, tu demandes... Enfin, moi, je fais hyper gaffe, justement, à pas dire non, vous savez quoi, on sort d'école, on sort maintenant, moi non, mais vous avez la dalle, si on s'appelle le week-end, on s'appelle le week-end. Non, pas possible. Et justement, sur ce côté, le rôle du manager, au-delà de tu peux finir à 21h une fois de temps en temps, typiquement quand ta boîte grossit, si tu veux préserver ta culture, pareil, une condition, c'est que tes managers, c'est les courroies de transmission. C'est eux qui viennent, ce que toi tu faisais avant dans ton équipe de 10, eux le font dans leur équipe de 10, et donc tu as besoin qu'ils soient complètement picousés à la culture, aux valeurs, etc. Est-ce que tu as fait ce boulot-là de dire le rôle d'un manager chez Paddock, c'est ça, et éventuellement comment est-ce qu'on le relie à nos valeurs? Alors, on se cherche encore pas mal sur le rôle de manager. Ok. Là, je te fais la partie transparente du truc. Parce que déjà, longtemps, on est parti du principe que le management, c'était un peu les coachs. Okay. C'est pas la même chose, c'est pas le même métier. Et c'est, enfin, même métier. En tout cas, ça répond pas aux mêmes besoins. Et donc, on a mis des responsabilités à des gens, tout en se rendant compte que, tu vois, il y a beaucoup de choses qui restaient dans le giron du CEO ou du responsable people. En l'occurrence, par exemple, les salaires. En fait, il y a un vrai truc. Je suis manager, mais est-ce que je gère les augmentations salariales, les trucs? Et en fait, quand tu es une startup, t'es pas forcément la partie performance. Est-ce que tu es bon sur tes projets? Est-ce que tu vends? Est-ce que machin? La partie objectif, elle s'acquiert assez vite pour les managers. Mais quand tu as des managers en interne et que tout à coup, tu te dis, est-ce qu'en fait, c'est eux que je confie la partie gestion du salaire, tu vois, gestion de la track dans la boîte, etc. La trajectoire. Là, c'est des trucs, nous, on est moins matures. Mais en même temps, ça se défend très bien de pas le faire aussi. Hein. Tu vois, ça me faisait tiquer tout à l'heure quand je parlais de Montessori, etc. Parce que je pense à un épisode qu'on a fait avant avec un gars qui s'appelle Edouard Pic, le CEO de Clinitex, qui est une boîte qui a justement appliqué Montessori, la transparence des salaires, mais vraiment etc. Montessori au sens propre. Il a dit Montessori. Ouais, il a dit Montessori. Vraiment, c'est la transparence. Tu l'as écouté, tu vois. D'accord. Non, franchement, je vais. Mais en vrai, c'est marrant parce que pourtant, il a des trucs qu'il a mis en place qui sont très proches de ce que tu as mis en place. Ce côté, tu parlais des comités pour le hub, pour les promotions. Lui, il a fait ça pour les augmentations de salaire aussi, et il a décorrélé l'augmentation de salaire du manager direct. Ce qui fait qu'en gros, ton manager direct, il est là juste pour te faire progresser. Tu débiaises la relation de putain, est-ce que je peux vraiment dire au mec que je galère, alors que c'est lui à la fin qui décide si j'étais assez bon pour être augmenté, quoi. En fait, moi je le vois d'une autre manière qui est si tu peux le faire sans problème à partir du moment où tu crées un système où le manager il valorise ce que tu dises quand tu galères. Parce qu'en fait, tu vois, c'est le côté, il y a pas de problème. Quelqu'un qui demande de l'aide, c'est quelqu'un qui va être performant. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Mais management, en effet, nous, c'est un truc, on a mis du management. T'as aussi une question et on est encore en train de chercher sur certains modèles. T'as une vraie question qui se pose quand t'as une culture très forte. Comment t'intègres des managers qui viennent de l'extérieur? C'est difficile. Et ça, c'est chaud. On a des réussites, on a des échecs. Moi, je suis à une maturité chez Paddock de boîte 4-5 ans où justement là, tu touches au bout de on fait tout en interne et tu fais venir des gens de l'extérieur. On en a qui sont restés et qui ont cartonné, on en a qui au bout d'un an étaient partis parce qu'en fait, je veux dire, ça complique les choses. Après, ça peut être le deal aussi. Hein. Enfin, tu peux avoir le meilleur process de recrutement du monde, tu peux tester sur tes valeurs autant que tu veux, etc. Tout ce que tu fais, c'est te dérisquer. Tu peux jamais être à 100%. De toute façon, des êtres humains, je veux dire, à un moment. Et puis tu les vois aussi bien que sur ton process, tu les vois 3 heures au maximum, peut-être 4 dans une pièce. Tu peux pas juger quelqu'un et te faire une idée complète de sa personnalité en 3 heures. C'est pas ce que les gens vont vivre. Exactement. Moi, il y a des gens, ils sont arrivés, j'ai vécu des trucs où les gens en entretien, je me suis dit, putain, ça va être des Top Gun incroyables. Et en fait, j'ai été un peu déçu. Pas les leaders que j'imaginais. T'as des gens au contraire. Je me suis dit, bon, petit bonhomme, bon, on vient, ça va être chouette quand même. En fait, les gens qui arrivaient étaient super forts, super leaders, machin. Parfois, t'as des surprises. Au moment où tu recrutais pendant le Covid, surtout, j'étais surpris par la taille des gens. J'ai vu recruter un mec qui était absolument immense. Je pensais que c'était littéralement la vraie taille. Ouais, vraiment. Ça m'est arrivé. Ça vaut ce que ça vaut comme anecdote. Hein. Mais non, mais j'ai beaucoup vécu ça. Donc. Et le truc, c'est que non. Et puis après, les gens vivent des choses. Ouais. Et en fait, t'as un vrai truc. Par exemple, nous erreur qu'on a faite chez Paddock, on a très mal géré le côté vous avez envie de partir en province, surtout post-Covid. Ok, la boîte était en croissance, tu vois. Il y a un truc que tu payes quand la boîte est plus en croissance qui est t'as le legacy de ce que t'as fait quand tout allait nickel, et quand ça va moins bien, tu te rends compte qu'en fait c'est plus lourd à porter pour la boîte. Un des trucs, c'est on a été super flex sur les gens qui voulaient partir en province. On aime bien bosser ensemble. Tu veux partir à Marseille, à Nantes, à Bordeaux, à Strasbourg, ce que tu veux. Pas à Marseille. Mais le truc, c'est... Je déteste cette ville. Bref. Ouais. Faut pas le dire. Ça. Ouais, faut pas le dire. J'adore la région. Comment est-ce que ça s'appelle maintenant? T'as envie de mettre une grosse colle. C'est les Bouches-du-Rhône. Enfin, le département, c'est les Bouches-du-Rhône. Ouais, Bouches-du-Rhône, mais c'est quoi le nom de la région maintenant? Oui, non je sais plus avec ils ont changé.
Je pense que c'est pas cas. Ok, Bref, je bon, suis perdu sur les meilleur, régions. meilleur en culture qu'en géographie, nous. Et voilà. Mais non, mais les gens partent en province et on avait vachement aménagé le truc. On payait une partie des billets d'avion, des billets de train, pardon. On avait un truc qui on baissait pas les salaires. Il y a plein de boîtes qui baissent les salaires des gens qui partent en province parce que le niveau de vie est pas le même, c'est Ouais. normal. On le fait pas. Bon, mécaniquement, c'est un jump de salaire. Tu pars en province, t'as un salaire parisien, t'habites genre à Bayonne. On a une collaboratrice qui habite à Bayonne, c'est pas le même salaire normalement. Mais tu vois, on a été super flex. On a été très, écoute, Et pourquoi c'était pas bien finalement? Période de tension là. Plus dur, moins de business, besoin de resserrer les rangs, de bosser plus ensemble, etc., etc. Et puis tu te rends compte que sur certains postes, en fait, quand il y a du management pour les sales, la province c'est vraiment pas idéal. Nous on se retrouve avec quasiment 20% de la boîte qui est en province. D'accord. Et si ta boîte est pas designée pour ça, compliqué. Et en plus, au moment où tu te dis il faut arrêter l'hémorragie, les gens qui eux ont pour projet de partir en province, comment tu leur dis attendez, ce qu'ont fait les autres avant, c'était pas la même époque, ça s'entend, mais n'empêche que c'est dur à dire. Pour toi, pas possible. Donc tu vois, il y a des choses comme ça où moi je considère qu'on a été un peu loin et où maintenant a posteriori je les ferais différemment. Et comment tu gères? Parce qu'au final, tu peux te dire on aurait dû le faire différemment, mais tu peux aussi te dire maintenant on est là, donc je change les règles. Mais au moment où on a changé les règles, on l'a dit, en fait, on a dit voilà, on a testé. D'une, c'est pas la même période. De deux, on a testé. Il y a notamment les sales, par exemple, ou les gens qui veulent être manager. C'est ici, parce que ça veut pas dire que t'as pas de télétravail, mais n'empêche que tu dois pouvoir dire ok, je vais chez mon client. Ok, j'ai besoin de tel et tel mec, venez, on se met dans une salle, on discute. Bon, donc, on a fait une annonce, on a dit le plan, c'est que pour tel, plus de départ en province. Je peux te dire que le lendemain, j'avais 3 personnes qui venaient me voir en disant j'avais prévu de partir en province, qu'est-ce qu'on fait? c'est difficile, ouais. C'est pas agréable à gérer. Il faut le faire. Pas agréable à gérer. Disons, il faut avoir la discussion. Plutôt que de la laisser sous le tapis, quoi. Et même de manière générale, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on parle très souvent, on a parlé avec toi, de la culture c'est hyper utile quand la boîte est en croissance, etc. Toi, t'as vraiment une culture en plus, on se tire vers le haut, on y va, etc. etc. T'as designé ta culture pour être capable d'absorber cette croissance-là. Là, ça fait quelques mois. Ça fait 8 mois qu'on a moins de business. Ouais, puis plus ça, c'est tout le monde. Hein. Oui, nous aussi. Donc, ça c'est un peu contracté l'activité, c'est un secret pour personne. Donc du coup, quand tout est designé pour absorber de la croissance, que tu as une culture qui est faite pour ça, etc., comment on fait pour garder cet esprit-là avec un moteur qui tourne parfois à vide, quoi? En fait, comment dire, les fondamentaux, tu les gardes. Ça t'aide vachement à faire ressortir les trucs parce que la croissance maquille un paquet de problèmes. Je veux dire, c'est incroyable. Tu cumules la dette, pour l'instant. Ouais, voilà. Pas la dette financière, mais de la dette organisationnelle, quoi. Mais je veux dire, c'est tellement plus simple. Tout le monde est. Alors, les gens sont en tension, et puis t'as des mecs qui viennent, des gens, des personnes qui viennent te voir en disant mais est-ce qu'on va vraiment garder notre ADN? Parce que justement, gros, si t'as des gens qui disent mais pourquoi? Quel est le sens de faire de la croissance? Tu vois, t'as des gens, c'est un plus développement durable qui disent est-ce que c'est de la croissance saine? Bon, mais en vrai, par rapport à la pression de quand t'as pas de business, c'est pas la même. Et le truc, c'est que les gens sont contents, l'atmosphère est cool. Il y a des trajectoires pour tout le monde parce qu'en fait tu grossis, donc tu recrutes, donc il y a des postes de management qui s'ouvrent, t'as de l'argent pour investir sur de la R&D, donc les mecs qui sont très forts et que t'as envie de garder, qui ont moins envie de faire de projets, tu peux leur trouver des jobs où ils font que du mi-temps parce qu'à côté ils font de la R&D pour la boîte, ce genre de choses. Il y a un paquet de trucs qui explosent quand tout à coup tu ralentis. Et c'est là que tes valeurs, ta colonne vertébrale, elle t'aide vachement à faire ressortir les problèmes très très vite. Ce qui veut pas dire qu'ils te pètent pas à la figure, mais au moins ils te pètent à la figure plus tôt et en plus petit. Je te donne un exemple, parce que résultat, on a merdé sur plein de trucs. Pour gérer justement ce ralentissement, parce que c'est la première fois en fait. Tu vois, c'est un peu Game of Thrones. Tu vis l'été qui dure 150 ans, et donc la génération, elle a pas connu l'hiver. Les gens qui viennent te voir, qui sont Winter is coming. Là, voilà. Et toi, tu dis, non, attendez, c'est l'été depuis 150 ans, ça va pas s'arrêter. Et puis tout à coup, quand l'hiver il arrive, il est là et il tape, tu vois. Bon, et tu le vis pour la première fois, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est ça un pull. Ok. Et le truc, c'est donc on a fait plein de bêtises. Je t'en donne une, mais je te dis pourquoi les valeurs, ça m'a aidé à le gérer. Vas-y. La première équipe qui prend quand tu as une crise de croissance, quand tu arrêtes de faire de la croissance, c'est le recrutement. Moi, j'avais une équipe de 4 filles extraordinaires. Les 4 sont top, qui ont tout déchiré pendant 3 ans. On recrutait des super profils, on était contents, etc., etc. Et puis tout à coup, en fait, pendant un moment, on dit on arrête de recruter. Bon. Entre le moment, et de l'extérieur, tu vas dire c'est débile, je vais dire ouais, j'avoue. Entre le moment où on leur a dit les objectifs, nanana, et le moment où on a vraiment fait un point avec elle en disant voilà le plan, il s'est passé 3 mois.
Ouais. Bon, en même temps, t'as une inertie quand tu gères une boîte, t'as pas qu'une problématique à gérer, donc je vais pas te Non. dire c'est débile, loin s'en faut. Non, mais n'empêche que de l'intérieur de cette équipe, en fait, ce qu'on a réalisé a posteriori, et heureusement, c'est ressenti au fur et à mesure que nous, on a réagi, il fallait qu'on finisse notre plan, mais on a réagi assez vite. Mais en fait, c'était hyper violent. Parce que les filles, elles sont pas bêtes, tu vois. On recrute des gens qui sont bien câblés, on les forme pour que justement ils soient super efficaces. Bah, elles voient bien les objectifs qui changent, qu'on leur dit il n'y a pas grand chose à faire, moins. Pendant 3 mois, elles se sont demandé à quelle sauce on va être mangé. Heureusement qu'on a une culture où les gens se challenge et qu'à un moment, moi, les filles sont allées voir la manager aussi est venue me voir, cette culture de je remonte les problèmes, où je challenge les gens en disant tu pourrais faire mieux, machin, qu'à un moment on m'a dit Clément ça suffit. Lola, elle s'appelle la manager de cette équipe, elle m'a dit Clément ça suffit, maintenant à quelle date on communique avec les filles? Parce que là en fait tous les jours elles viennent et elles se demandent ce qui va se passer au taf. Ouais. Et le truc c'est que moi, au contraire, ma vision du truc c'était il me manque plein de paramètres parce que comme tu le dis c'est intégré à plein d'autres problèmes, donc je veux pas aller les voir tant que j'ai pas un plan avec une réponse sur tout. Parce que sinon, je vais créer du stress. Et tu vois, c'est ce côté change. Loan m'a dit, mais Clément, le stress, ça y est, il est à son maximum, là. On peut pas faire beaucoup plus en termes de stress. Et donc, tu vois, le côté, la parole, elle est libérée, on se dit les trucs, même avec moi. Et résultat, les 4 sont toujours dans le groupe. Il y en a qu'on a placé ailleurs, il y en a qu'on a mis sur d'autres jobs, on a trouvé des solutions parce qu'elles ont du talent, on voulait absolument les garder. Mais si on n'avait pas eu cette culture de on se dit les trucs, même jusqu'au CEO, je pense que un mois après, elles étaient toutes parties. Tu vois. Et justement, en fait, on a parlé de plein de choses, les gens, les organisations, ce qui est secoué dans ces alternances de périodes de croissance, de contraction, etc. Au final... La tech, ça fatigue. Hein. La tech, ça fatigue. Mais au final, celui qui est souvent fatigué aussi, c'est probablement toi. Oui. Tu es là depuis le début. Oui. Le but, c'est pas de dire, regardez comme c'est dur d'être CEO, mais c'est dur d'être CEO aussi. Oui. En quoi le fait d'avoir construit cette culture-là, ça t'a aidé toi personnellement dans cette aventure où tu changes de posture tous les 6 mois, quoi? Et surtout quand ta boîte elle grossit, ton rôle change. On en fera un autre podcast là-dessus. Bien sûr. Le mec qui se réinvite, tu sais, de lui-même. Ouais, bien sûr, mais vas-y. Hein. Le truc c'est, déjà oui, ça fatigue, mais en fait c'est le deal. On reçoit un amour quand t'es CEO. Il y a peu de postures aujourd'hui de job, etc., qui reçoivent autant de love. C'est-à-dire, tes potes parlent de toi en disant j'ai un pote qui est CEO dans la tech, machin, etc. On a une reconnaissance sociale qui est folle. Je veux dire, évidemment que quand ça marche bien, c'est cool. Bon, de temps en temps, ça marche moins bien. C'est la life, tu vois, ça fait partie du package. Ensuite, moi, là où ça m'a aidé, c'est que je suis pas tout seul. C'est-à-dire que je pense que, tu vois, avoir une boîte, paradoxalement, parfois c'est relou, mais avoir une boîte où les gens viennent te voir en disant comment je peux faire mieux. Ou, tu vois, moi, c'est un retour que j'ai beaucoup. Ok, vu la période, où est-ce que moi je step up? Comment est-ce que j'aide plus la boîte? Ou des gens qui viennent te voir en disant Clément, vu la période, pour moi t'es pas au niveau là-dessus et là-dessus. En fait, non seulement ça t'aide factuellement, mais en plus, le nombre de fois où j'ai eu de la reconnaissance en me disant j'étais dans une journée pourrie parce que pas de business, parce que machin, et j'ai quelqu'un qui me dit ok Clément, moi je t'attends plus là-dessus ou là-dessus, et je me dis cool, au moins ça c'est une erreur que je vais pas faire, tu vois. Et qui crée du lien avec les gens, où tu te dis cool, ça veut dire qu'on peut partager, on peut vraiment échanger, et donc les gens sont avec moi. C'est spécifiquement cette partie des valeurs en période de crise, elle est hyper précieuse. Ouais, et puis effectivement, ça appure tout de suite le truc plutôt que de laisser une rancœur se créer parce que oui, le CEO il devrait faire ci, il devrait faire ça pendant ça peut durer des années ce genre de discussion. Bien sûr. Quoi. Et moi je préfère, c'est toute la culture de la boîte, c'est ce qui fait qu'on marche bien sur la partie projet cloud, etc. C'est que notre culture, c'est on ressort vite les problèmes, et on préfère ressortir vite plein de petits problèmes plutôt que ressortir une fois de temps en temps des problèmes vraiment énormes. Je t'ai beaucoup cuisiné, t'as beaucoup répondu, merci pour ça. Avec plaisir, je suis fatigué. Du coup justement, tu vas pouvoir me rendre l'appareil pour tester un peu un nouveau format avec toi cet épisode sur les suggestions de personnes très bien qui écoutent le podcast. Est-ce que toi tu as une question à me poser après t'être fait cuisiner pendant presque 1 heure maintenant? Comment, toi ça fait 4 ans que tu le fais, comment t'as évité la lassitude? Je l'ai pas évité. Ok, comment tu la combats? En fait, si tu veux, le premier truc, c'est que la lassitude, pour moi, elle venait au début de... On parle du podcast, hein. Après, raconte-moi ce que tu veux. Non, au début, c'était, genre, putain, je suis pas bon, je trouve pas toujours des nouvelles questions, j'aurais toujours plus préparé pour trouver encore les meilleures questions, etc. En réalité, c'est pas à propos de moi. Je peux faire le même épisode avec les mêmes questions avec quelqu'un d'autre que toi, j'aurai des réponses complètement différentes, et ça sera aussi intéressant. Et en fait, c'est surtout, moi je vais apprendre des choses, tu vois. Et après à la fin c'est aussi qu'est-ce que moi je trouve là-dedans, je passe du temps avec toi, c'est quand même plutôt cool. Si je t'avais dit salut,
Oui, on parle 1h30 de ta culture sans aucune raison et qu'il n'y a pas de micro au milieu, je suis pas sûr que tu l'aurais fait. Sans qu'on se connaisse, sans rien, tu vois. Ça fait beaucoup 1h30. Ouais, c'est long, quand même. Donc, ça pour dire que ça, voilà, pour moi, en vrai, c'est un MBA depuis 4 ans, quoi. Donc, je continue d'apprendre des trucs. Donc, voilà, comment je combats la lassitude. Et puis, le truc, c'est aussi, tu sais, au début, j'essayais de sortir un épisode par semaine. Je l'ai fait pendant 1 an. C'est très fatigant. C'est pas du tout mon cœur de business. Donc, maintenant, je m'autorise à le sortir quand je le sors. Et puis, peut-être 20% d'écoute en moins. Est-ce que c'est grave, quoi? J'ai une dernière question pour toi. C'est la question traditionnelle de fin d'épisode. Concrètement, ce serait quoi le conseil que toi tu donnerais à un autre dirigeant pour faire de sa culture entreprise un levier de croissance comme tu as pu le faire chez Podoc? Alors, ce qui est génial, on va être transparent. Tu me l'as envoyé avant. Ouais. J'ai répondu à un truc dans mon fichier. Ok, et t'as oublié. J'ai complètement oublié. Super. Donc c'est parfait. Comme ça, t'auras vraiment une réponse hyper spontanée. Un mec qui veut leverager la culture pour. En fait, mon conseil, c'est un truc où tu peux pas faire semblant. Donc en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture. C'est une culture de gros shark. Il n'y a pas de problème, tu recrutes des mecs qui vont avec ça. Le seul truc, c'est moi je m'en fiche, enfin tu vois, toutes les boîtes ont leur culture. Tu veux faire Montessori, tu fais Montessori. En revanche, fais un truc où toi tu vas y croire et le faire, parce que s'il y a un truc que les gens ne pardonnent pas, les gens ils sont cool. Franchement, si t'es cool avec les gens, ils sont cool. En revanche, il y a un truc que les gens ne pardonnent pas, c'est l'incohérence, tu vois. Et donc en fait, quand tu choisis ta culture, faut vraiment pas, ça peut pas être celle que t'as entendue dans le podcast de Génération du Sur Self, et tu te dis ah, ce mec ça a l'air chouette ce qu'il fait, si tu crois pas vraiment et c'est pas toi, parce que tu vas pas y arriver en fait. Super. Voilà. Merci beaucoup Clément. Avec plaisir. Bon c'était trop cool. On n'a pas fait semblant, c'était hyper cool. À bientôt. À bientôt, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.